Du 17 au 21 novembre 2025, à Paris, porte de Versailles, s'est tenu le congrès et le Salon des maires de France. Chaque année, cet événement rassemble celles et ceux qui tiennent encore debout les territoires de la République. Mais cette édition n'a ressemblé à aucune autre. Comme toujours, les équipes de Fréquence Populaire étaient là, dans les allées, dans les stands, au plus près des élus, pour vous montrer ce que les caméras ne filment jamais, pour vous raconter sans filtre, sans communication, ce que vivent réellement les maires de ce pays. Et ce que nous avons vu, c'est une France qui fatigue, des élus vieillissants parce que la démocratie ne recrute plus, des communes asphyxiées par des normes impossibles, abandonnées par un État qui ne planifie plus rien, des territoires qui affrontent seuls le naufrage d'une administration centrale déconnectée. Et au milieu de ce malaise, une polémique militaire qui a explosé comme un écran de fumée. La phrase du général Mandon, « La France doit accepter de perdre ses enfants », un choc, une rupture. Une parole déplacée qui a masqué l'essentiel, la crise profonde que traversent les communes et l'absence totale du chef de l'État. Ce que nous avons filmé, ce ne sont pas les polémiques. Ce sont des maires épuisés, des élus à bout de force, des territoires qui se débattent pendant que Paris regarde ailleurs. Voici le congrès des maires 2025 tel que nous l'avons vu, tel que nous l'avons entendu, tel qu'il est vraiment. Eh bien bonjour, nous sommes toujours au Salon des maires et cette fois-ci nous sommes dans la partie qui parle de la laïcité avec une très intéressante exposition, très didactique, très claire, très bien faite et je suis avec ceux qui ont participé, si je ne m'abuse. Alors, qui êtes-vous ? Je vais laisser les dames en premier. Donc, je suis Odile Méribel de Hors Piste Édition et nous sommes et Jean-Michel Opie. Je vois Jean-Pierre derrière. Jean-Michel Opie, créateur de Hors Piste Édition, et nous sommes à l'initiative du livre géant sur la laïcité. Et avec le partenariat de l'AMF et du Petit Gibus, nous avons fait cette exposition pour le Congrès des maires 2025. Je vais laisser la parole à Jean-Michel qui a fait les illustrations. Moi, j'ai fait les textes de ce livre. Et c'est un livre qui est diffusé maintenant dans 157 villes, puisque c'est un livre que nous personnalisons auprès des communes pour rappeler quelles sont les valeurs de la République et le principe de laïcité. Est-ce que ces valeurs s'oublient un petit peu ? Ah, c'est plus un oubli, là. Là, c'est une abysse d'oubli. Non, ce qu'il faut faire sur ces valeurs-là, d'ailleurs, c'est pas des valeurs, c'est un principe, ce qui est différent que des valeurs, là. Et qu'il faut, il faut labourer le terrain génération après génération. Rien n'est jamais acquis, on le voit au niveau politique et social, rien n'est jamais acquis. Il faut labourer en permanence sur ce principe, parce que un principe, c'est gravé dans le marbre. Une valeur, elle peut être interprétable, et il faut surtout pas que quiconque utilise ce principe-là pour des récupérations diverses et variées. Donc nous, on part du principe que la laïcité, c'est une liberté avant tout. Et on veut surtout pas le présenter comme ce qui est fait, malheureusement, comme quelque chose de liberticide, ce qui est totalement différent. Donc on a choisi l'humour et l'incarnation. L'incarnation, comme le disait Odile, à travers la présentation, l'incarnation pour chaque ville de la laïcité et sa pédagogie, où chaque ville, chaque maire fait sa couverture, son édito avec le recteur de chaque rectorat. Le contenu a été créé en partenariat avec une équipe de l'éducation nationale. Et en quatrième de couverture, on reprend sur chaque ville une dizaine de noms de rues
puisqu'on s'est aperçu que la rue Simone Veil, c'était qui? Qu'est-ce qu'elle a fait pour la laïcité? La rue Joséphine Baker, ou l'école Joséphine Baker, qu'est-ce qu'elle a fait pour la laïcité et les valeurs de la République? Enfin, tout un tas de noms comme ça qui sont complètement oubliés, ou alors on passe à côté et on ne sait plus pourquoi ils sont là et ce qu'ils représentent. Et donc c'est ça qui est spécifique à chaque ville, puisque si je vois celui-là, là c'est Villefranche. Oui. Et donc évidemment derrière, là ça va être différent. Là ça va être. Là, c'était les premiers. Et au fur et à mesure, on a étoffé, effectivement, avec le nom des rues. Et la petite anecdote, c'est que il y a encore beaucoup de communes qui n'ont pas de nom de femmes. Et même des communes où il y a 0 nom de femme. Bon, le gag le plus rigolo, rigolo à façon de parler, c'est Pierre et Marie Curie. Vous avez plein de rues Pierre Curie. Mais a priori, elle avait voilà. Elle a eu un petit peu d'importance dans l'invention, quoi. Mais on ne fait pas que ça, on fait tout un tas d'outils autour de la laïcité. Et là, vous allez avoir ça qui va sortir pour les CAF bientôt, dans toute la France, avec notamment une nouvelle charte de la CAF qu'on a illustrée, pareil, dans notre esprit, où on met en avant la liberté avant le liberté, et surtout pas le liberticide. Et donc ça va sortir dans toutes les CAF de France, c'est gratuit, ça va être gratuit. Et ça va rappeler les grands principes. Voilà, ça c'est en partenariat avec les CAF. Oui. Par contre, vous allez vous statuer dans les écoles, les universités? Oui. Des présentations? Tout à fait. Et nous sommes bientôt à l'université, c'est pas bien, à Metz, qui est quand même l'exception, qui est dans le Concordat et avec la TSSA. Et nous avons le plaisir d'être à Metz pour le livre de la laïcité et l'expédition. On circule dans toute la France, même parfois en dom-tom. Là, on a fait une opération récemment à Mayotte. Et nos outils comme celui-là, par exemple, sont présents maintenant dans certains lycées français aux États-Unis pour expliquer la laïcité à la française. Ça, c'est des outils réalisés en grand partenariat avec l'Éducation nationale et des équipes d'enseignants. Alors, comme justement vous avez dit que vous êtes aux États-Unis, est-ce qu'on n'est pas considéré un peu bizarrement par les autres, y compris la plupart des Européens, qu'on voit la laïcité comme une étrangeté française? Alors déjà, première chose, votre honneur, la laïcité, c'est pas français. Ça a été inventé en Uruguay, avant nous, et il y a longtemps, mais bien longtemps. Et si on revient au niveau historique, ça serait bien de le rappeler dans l'histoire officielle. La Corse a eu une république qui avait été créée par Pascal Paoli. Et la Corse, île catholique s'il en est, déjà sous Pascal Paoli, dans sa constitution, avait séparé les églises de l'État. Bien avant 1905. Donc, ça serait peut-être sympa de se rappeler que les Corses aussi, ils ont fait un large pas en avant et que leur exemple a été l'inspirant sur la Constitution américaine. Donc, la Constitution américaine est vraiment très calquée et très inspirée de la Constitution corse de Pascal Paoli. Ce qui est drôle, c'est d'imagination. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Essaye de passer le micro, sinon. Oui, pardon. Non, là-dessus. Oui, la notion de laïcité, comme l'a rappelé Jean-Michel, effectivement, l'histoire, elle est beaucoup plus lointaine. Mais la différence de la laïcité qui n'existe pas dans les autres pays, mais le vivre ensemble, est quand même assez notable. Vous parlez des États-Unis. Aux États-Unis, si on est athée, on est à côté d'eux. Mais on est surtout, si on est athée ou si on est agnostique, on n'est rien. Puisque quand on est on jure sur la Bible ou sur la Torah, et donc on n'est rien. Et en Angleterre, par exemple, on vit à côté d'eux. C'est plus en Angleterre d'ailleurs où on vit à côté d'eux. Voilà. Et au Canada, vous avez une loi qui est sortie sur la laïcité il y a 2 ans maintenant, je crois, ou est assez proche. Voilà. Et puis vous aviez la Turquie qui était laïque, mais ça c'était avant.
Pardon, quelle est votre tête de roche. Donc c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, il ne faut rien lâcher. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour Madame Polony. Bonjour. Vous êtes venue au Congrès des maires de France. Quelle importance ont pour vous les maires en France? Alors, d'abord, c'est absolument fondamental de venir rencontrer ici tous les élus locaux, des maires en particulier de communes rurales, parce que quand on discute avec eux, on s'aperçoit à quel point ils reflètent le sentiment d'abandon d'une part de la population française, d'une part croissante. On comprend que les problèmes qui les habitent sont extrêmement concrets. C'est-à-dire que là, la thématique de cette année, c'est la liberté. En fait, quand on interroge des maires, on s'aperçoit que leur problème, c'est pas la question de la liberté. Leur problème, c'est la question de la gestion des déchets, ce sont les déserts médicaux, c'est la sécurité, et c'est toutes les manières vraiment très matérielles qui vont leur permettre d'aider leurs concitoyens. Il y a une inquiétude profonde, en fait. Moi, c'est ça qui me frappe surtout quand on vient ici. Est-ce que vous ressentez que les maires sont toujours les élus préférés des Français? Bien sûr. Est-ce qu'ils le ressentent comme ça? Alors, eux, ils savent qu'ils sont les élus préférés des Français. Simplement, on sent bien qu'ils ont à cœur, avant tout, justement, d'être à la hauteur de cette demande. Et là, ce qu'on entend de leur discours, c'est l'impression qu'ils sont en train de tenir à bout de bras la République et que l'État ne joue pas son rôle, que les services publics s'en vont et qu'on leur demande à eux de compenser absolument tout ça. Donc, ils ont besoin d'aide. Je parlais à des maires issus des DOM-TOM, Mayotte, la Guadeloupe. On ne supporterait pas de vivre ça ici, en métropole. Des coupures d'eau, une forme de corruption sur la question de la gestion de l'eau qui est absolument effarante. Et l'État n'est pas présent, ne les soutient pas. Des problèmes en beaucoup d'infrastructures alors. Alors, les problèmes d'infrastructure sont absolument majeurs. On voit aussi à quel point, par exemple, des communes de Corrèze, du Lot, peuvent se sentir totalement enclavées. La question des lignes de train, Paris, Orléans, Limoges, ils attendent qu'on leur donne les moyens de développer leur territoire. Et ça ne se fera pas si là aussi l'État n'est pas présent pour garantir l'égalité, plutôt l'équité entre les territoires, c'est-à-dire de rétablir les inégalités. Le rôle de l'État, c'est d'assurer que les infrastructures vont permettre à tous les citoyens dans tous les territoires français d'exercer leur liberté, de pouvoir développer leurs projets sans pour autant se sentir démunis. Vous êtes un des grands défenseurs de la réindustrialisation de la France. Vous en parlez régulièrement, vous écrivez beaucoup à ce sujet. Est-ce que il vous semble que les maires ont perdu une part de leurs revenus en perdant ces industries qui étaient sur leur territoire? Là aussi, le sujet ici, c'est la question du financement. C'est-à-dire qu'on a des maires qui dépendent en fait des dotations et qui n'ont aucune marge de manœuvre, qui en plus sont noyés dans des communautés de communes, des intercommunalités, jusqu'à 70-80 communes, donc où ils n'ont absolument pas la main sur les décisions et ils se retrouvent en prise directe avec les citoyens. Eux, ils doivent rendre des comptes et ils n'ont aucun moyen. Donc il va falloir revoir, me semble-t-il, toute l'architecture en fait de la République pour permettre de rapprocher les citoyens de leurs élus. Eh bien, merci beaucoup, Madame Polony, et bon congrès des maires. Merci à vous. Bonjour, Monsieur Lassalle. Bonjour. Alors, quelle est l'importance pour vous de ce congrès des maires de France? Le même que celui qu'il avait quand je suis venu pour la première fois, il y a 40 ans, jeune maire, 21 ans, peut-être un peu avant d'ailleurs, et il a toujours gardé. C'est
la rencontre simultanée des maires de toutes les France qui sont au service de notre grand et beau pays, c'est-à-dire la France. Et c'est un kaléidoscope exceptionnel. Disons que maintenant, il est un peu assombri par le fait que les communes perdent de leur force de représentation, alors que les communes, c'est les territoires de France. Si on a un jardin à le nôtre, vue d'avion, c'est grâce aux maires et aux paysans. On sait dans quel état sont les paysans. Malheureusement, les maires suivent, parce que les maires sont digérés dans des intercommunalités immenses et les maires perdent de leur influence. C'est un grand problème, ces intercommunalités. Ils n'ont plus le pouvoir de faire toujours ce qu'ils souhaitent. Je m'y suis opposé de toutes mes forces à l'époque, je n'ai pas réussi à me faire entendre. Je l'avais dit à tout le monde, je vais me déclencher une marche et j'ai fait le Tour de France à pied, 6000 km pendant 9 mois, pour dire que la France ne ferait plus tout à fait la France. Et il faudra revenir dessus. Il faudra revenir dessus parce que c'est pas ça. Si les communes ont envie de se regrouper, elles l'ont fait au moins 2 fois. La première fois, quand il a fallu électrifier la France, dans les années 60. Eh bien, que s'est-il passé? L'État a dit qu'il faut électrifier la France. Les communes ont créé des syndicats d'électrification qui sont aujourd'hui des syndicats d'énergie. Tous ceux qui ont voulu, ils sont allés. Mais ils ne se sont pas occupés de tout, ils se sont occupés de ça. Et on a électrifié la France avec une petite taxe qui représente 3 fois rien du tout. Et ça n'a pas coûté. On a fait la même chose pour l'électrification, dont les maires sont assez grands pour savoir ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Les avoir contraints par les lois NOTE et MAFTA était une erreur historique et j'espère qu'on la sortira. Vous diriez, quand vous étiez jeune maire, comme vous l'avez dit, à 21 ans, ou même plus tôt peut-être, il était plus facile, de certaine manière, d'être maire. Il y avait plus de latitude d'action. Déjà, il y a un signe. Le sous-préfet descendait parce que j'allais et me porter le café devant la porte à la sous-préfecture. Trouvez-moi beaucoup de maires aujourd'hui, et on est le même nombre, qui ont cet avantage. Ça vous dit le niveau de déclassement dans lequel on est. Ça laisse rêveur. Quand je pense à tout ce que j'ai pu entreprendre comme maire, pourtant tout était à faire, mais c'était un bonheur de faire. Donc je pense qu'on doit revoir entièrement la réorganisation du territoire de notre pays, du territoire territorial. On doit revoir la réorganisation de l'État, ça c'est notre problème. Mais territorial, parce que les maires accomplissent les mêmes tâches, font le même boulot, se frottent tous les jours à leurs concitoyens, à leurs compatriotes. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus aucune réponse à apporter. Et ça, c'est tragique. Mais ils continuent quand même. C'est ça qui est magnifique en France. Ah, c'est le courage. C'est le courage. Et C'est l'abnégation. Ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin de plus de liberté. Ils ont besoin d'être reconnus comme des élus du suffrage universel qu'ils sont. Merci, monsieur Lassalle. Bon sac à vous. Et bonne journée. Merci. Au revoir. Donc il y a 2 jours, le chef d'état-major des armées a parlé d'une, on va dire, éventualité d'une guerre prochaine avec la Russie. On voulait votre commentaire sur cette question-là. Oui, j'ai entendu et j'ai lu aussi les propos du chef d'État nous disant qu'il fallait nous préparer peut-être à un conflit armé en Europe avec la Russie d'ici 3 ou 4 ans. D'ailleurs, il n'y aurait pas que la France qui serait impliquée. Je ne sais pas, je suis toujours plus optimiste que lui. Moi, je crois qu'effectivement, on arrivera à trouver des solutions de paix. Je ne sais pas pourquoi il tire cette sonnette d'alarme maintenant. Je ne sais pas pourquoi agir ce catastrophisme. J'avoue que je ne comprends pas. Et dans ce contexte, pourquoi le demander aux élus, justement, transmettre ça à des maires dont les préoccupations sont très terre à terre et passent très loin de la géopolitique et, on va dire, de la diplomatie française?
Oui, c'est encore une interrogation. Pourquoi s'adresser directement aux élus, c'est-à-dire l'élu le plus proche de la population, c'est quand même le maire, qu'on le veuille ou non. C'est celui presque qui peut voir tous les jours. Et quel message il veut que l'on passe, moi personnellement, je n'en passerai aucun. Voilà. De retour dans mon village, je ne vais pas commenter les propos du chef d'État, du chef de l'armée d'état-major. Hein. Donc voilà, c'est très simple. Je lui laisse ses propos. Merci beaucoup. Et bien toujours au salon au Congrès des maires, nous sommes avec Monsieur Carmier, Oui. Maire de Haute-Fage, en Corrèze. Oui. Alors, si j'ai bien compris, c'est votre dernier tour en tant que maire. Oui, tout à fait. Ça fait un petit peu de temps que je viens. Je ne suis pas venu tous les ans, mais je suis élu au conseil municipal depuis 1989, donc 37 ans l'année prochaine, maire depuis 27 ans. Et je suis venu de temps en temps pour me tenir informé, pour faire porter un peu la voix des communes rurales à Paris et par rapport à nos instances nationales et par rapport à nos dirigeants. Haute-Fage, c'est combien d'habitants? Alors Haute-Fage, c'est 320 habitants pour une superficie de 2406 hectares. Donc vous voyez, c'est un département rural et très rural, une commune rurale et très rurale qui essaye malgré tout de survivre, qui n'a pas perdu forcément des habitants, puisqu'en 1999, l'année où j'étais élu maire, on était 280, on est 320. On s'est maintenu, mais on a une population très vieillissante, puisque les jeunes, il n'y en a plus beaucoup, et par manque d'emploi ou autre, on n'est pas très attractif. Et quelles sont les grandes demandes ou les grandes difficultés des communes rurales? Alors les communes rurales, les difficultés, c'est pour certaines vraiment la baisse de population. Et puis on est entouré, on est dans une Comcom qui a perdu des habitants. Aujourd'hui, le défi, c'est que avec les lois sur l'urbanisme, par exemple, je suis bien passé parce que j'étais vice-président en charge de l'urbanisme dans la Comcom. Avec la loi climat et résilience, le ZAN, on voit bien qu'on est en train d'élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal et que les possibilités de construire en rural comme ailleurs, il va falloir baisser de 50% à l'échelle de 10 ans. Ça devient de plus en plus compliqué, et alors que je pense que je suis agriculteur aussi, et je pense qu'il y a la place pour tout le monde, même si je comprends qu'il ne faut pas faire de mitage et pas faire n'importe quoi pour préserver l'activité agricole. Je pense qu'il y avait la place d'une politique vraiment d'aménagement du territoire. Et ce qui manque en France aujourd'hui, c'est cette politique-là de véritable aménagement du territoire. Quand on voit dans les grandes agglomérations, quand on voit à Paris, encore hier soir, les embouteillages partout, tous les problèmes de concentration de population dans toutes les grandes villes, combien ça coûte dans tous les domaines par rapport à la dépollution, par rapport à tout. Je pense qu'une véritable politique d'aménagement du territoire, à une époque où, suite au Covid, des gens sont prêts à revenir à la campagne. Et le véritable aménagement du territoire, c'est aider justement à créer des petites entreprises. On ne va pas créer des grosses structures, mais créer des petites entreprises, amener les gens avec le télétravail, mais amener aussi de la production au plus près des territoires ruraux pour permettre à des gens de sortir des villes, de désengorger des villes, de régler des problèmes de concentration, de sécurité, de tout cela. Je pense que c'est l'avenir, malheureusement. Et bien, les territoires ruraux, par rapport à la représentativité des députés et ainsi de suite, on a perdu de la représentativité. Et aujourd'hui, nos énarques, puisque la strate parisienne de tous les ministères, même si les ministres changent des fois du soir au lendemain, les ministères ne changent pas beaucoup. Et la vision des technocrates et des gens qui sortent tous de l'ENA et compagnie fait qu'ils sont complètement déconnectés de la ruralité. Alors vous faites partie de ces maires qui font vivre la démocratie, puisque vous n'êtes pas un maire au sens professionnel, vous êtes maire, mais vous devez, comme c'est une petite commune, vous êtes aussi agriculteur. Ça doit être une grosse charge de faire les deux en même temps. Ah ben, tout à fait. Moi, contrairement à beaucoup qui arrivent maire à la retraite aujourd'hui, qui s'impliquent dans la vie publique au moment de la retraite parce qu'ils ont un peu plus de temps, moi j'ai été élu maire, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1999, donc j'avais 30 et quelques années, et j'ai toujours été actif en étant maire, et je peux vous dire que les journées sont longues.
Les journées sont longues, ça apprend à s'organiser. Mais je pense que l'avenir aussi, il n'est pas que à une vision de retraités dans la gestion publique. Et là, je vois que j'arrive à la retraite, j'y suis en tant qu'agriculteur, mais j'ai mes enfants qui ont repris, donc je suis resté un peu salarié dans l'entreprise agricole de mes enfants avec un voisin, on s'était mis en GAEC. Mais quand on arrive à l'heure de la retraite, avec des retraites agricoles misérables, et pas plus tard qu'hier, je suis été sur le stand de l'Ircantec pour voir un petit peu, eh bien, comme j'allais toucher à la retraite et faire ma demande de retraite. Je l'ai faite hier soir, enfin, je vais recevoir les documents. Je dois dire que là, quand on dit on va réformer le statut de l'élu, on veut que les jeunes s'impliquent, je dois dire que là, on se fout de nous. Et hier soir, j'ai rencontré des sénateurs et j'en ferai part à mes députés quand j'aurai les cris. Mais après 27 ans de maire, en étant vice-président de Comcom, j'ai été vice-président de syndicat et autres. La retraite que je vais percevoir en tant que maire pour ma petite commune de 300 et quelques habitants, elle sera entre 100 et 110 euros par mois. Et au niveau de la Comcom, elle sera entre 10 et 15, en net, je parle. Parce qu'on annonce le brut, mais même là-dessus, on arrive à nous ponctionner. Donc là, c'est véritablement se foutre à la gueule du monde en parlant poliment. Et je l'ai dit aux sénateurs, et je leur ai dit que quand j'aurai le papier, parce que je n'ai pas pu l'avoir par mail hier, ils nous ont dit on vous l'envoie par écrit. Je crois que ça, il faut le faire savoir. Et nos décideurs nationaux qui nous font la leçon d'économiser, je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir de tous ces gens-là. Parce que si la règle d'or qui était appliquée dans les communes pour dire on ne peut pas investir, on ne peut pas faire un budget d'investissement si on n'a pas bouclé le budget de fonctionnement, et que la seule, si on n'y arrive pas, la seule marge de manœuvre, c'est d'augmenter les impôts, je dois dire que moi, en 37 ans au conseil municipal, j'ai vu bouger les taux une fois dans les communes rurales. Alors les bases augmentent, les gens payent plus, mais ce n'est pas forcément de la volonté de... Alors on peut toujours se faire plaisir de dire on fait des grandes cathédrales, il y a certains maires qui le font, ou faire des erreurs de gestion. Il peut y avoir toujours des accidents. Nous, quand j'ai pris, on avait un taux d'endettement qui était élevé parce qu'il y avait un atelier relais qui avait été construit et l'entreprise qui devait venir, même si ce n'était pas de construction, n'est jamais venue, donc ça a mis la commune en difficulté. Et on avait une dette par habitant qui était quand même importante pour une commune rurale. Et je suis heureux de partir avec 0 emprunt sur le budget communal. Voilà. Mais par rapport à la retraite, il faut que ça se sache que tous les élus vivent pas, parce que quand j'ai commencé, je devais avoir maintenant l'indemnité des élus des communes de moins de 500 habitants, elle est autour de 900 et quelques euros. Ça a augmenté, mais quand j'ai commencé, on devait avoir je ne me rappelle pas exactement, mais peut-être 200 ou 300 euros. Quand on voit le temps qu'on passe sur les routes, et c'est dérisoire, mais surtout arriver à la retraite pour se dire on vous remercie, vous avez participé à beaucoup de bénévolat parce qu'on gérait notre eau en régie municipale. Donc quand il y avait des fuites d'eau, on est sur le pont avec les employés de commune. J'ai eu passé le chasse-neige la nuit pour remplacer les employés de commune pour pas qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Quand il y avait de la neige, malheureusement il n'y en a plus, ou presque plus. Mais je dois dire que ce sacerdoce-là, puisque c'est véritablement un dévouement 24 heures sur 24, arriver à la retraite pour voir ça, ça fait mal. Donc vous, c'est 110 euros plus 15, c'est ça? Voilà. Bon, c'est un des grands problèmes pour les maires ruraux, sujet important, les retraites. Parce que, comme vous l'avez dit, M. Carmier, c'est un sacerdoce. Sans vous, la République ne marche pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce que je ne pense pas qu'il y ait des jeunes qui soient prêts à faire ce qu'on a fait. Donc même si on crée l'interco, on crée des services, forcément il y aura des astreintes, il y aura des coûts de fonctionnement et il y aura des délais de... J'étais élu depuis quelques mois quand il y a eu la tempête de 1999. On est resté dans certains villages 12 jours sans électricité. Mais on a passé 12 jours avec les agriculteurs, moi j'étais agriculteur, mais avec mes collègues à débarrasser les routes, débarrasser les câbles électriques et autres. Et je crois que ce travail-là, il n'y a personne plus qui est prêt à le faire au niveau du bénévolat. Merci M. Carmier. Bon, merci à vous. Alors maintenant nous sommes avec M. Piriwotois de la commune de Hao, et qui nous vient de très 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 loin, presque 24 heures pour arriver, de Polynésie française, de l'autre côté de la planète. Bonjour monsieur. Bonjour, et Yorana. Alors on voulait vous demander quelles sont les problématiques pour vous, pour les communes d'outre-mer, en tout cas de Polynésie française. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici au Congrès des maires de France?
Ben, déjà, c'est une chance qu'on nous permet de se rencontrer avec le système politique de la France. Hein. Donc, c'est vraiment un moment où ça nous permet de nous écouter. Parce qu'on vient quand même de loin. Donc, on profite de voir le ministre, les différents ministres internationaux, donc concernant les différents sujets de notre commune. Bien sûr, chez moi, je vis en Polynésie, mais c'est une petite atoll, donc, qui est entourée de mer. Donc notre principal défi, c'est vraiment le changement climatique. Voilà. Donc il suffit d'une petite marée haute et puis Donc la montée des mers, ça c'est un grand problème. Tout à fait. Donc j'ai eu de la chance que mon maire a parlé un peu pendant la conférence par rapport au changement climatique, qui est vraiment important pour nous. Voilà, notre petit atoll de Tuamotu. C'est vrai qu'on voit souvent des images quand il y a des marées hautes, il y a quasiment des inondations assez sévères en fait. Et ça monte d'année en année. Oui, tout à fait. Donc comme vous venez de me le dire, ça monte d'année en année. Donc nous avons quand même 1500 populations. On ne sait pas quoi en faire si vraiment on est amené à ce que notre atoll disparaisse. Voilà. Quels sont les moyens dont l'État dont on peut bénéficier vis-à-vis de l'État. Voilà. Donc la principale revendication, c'est l'aide de l'État pour que l'atoll ne disparaisse pas. Qu'est-ce qui peut être fait d'après vous? Ben, je pense que de toute façon, la nature, on n'y peut rien contre. Peut-être faire déplacer une population comment. Voilà, déjà, il y a ça comme problème. Et aussi par rapport à l'eau potable. L'eau potable, parce que chez moi, je n'ai pas de rivière. Je suis entouré d'eau de mer. Donc, c'est aussi un des problèmes qu'on a essayé un peu de montrer au ministère de l'Outre-mer, bien sûr. Donc des problèmes d'infrastructure. Est-ce qu'il faut des usines de désalinisation, par exemple? Tout à fait. Donc, pour une petite île, une usine de désalinisation, ça coûte vraiment hyper cher. Donc nous, actuellement, on vit avec des citernes d'eau. On essaie de potabiliser un peu, voilà, pour distribuer à la population. Voilà. D'accord. Et sinon, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce congrès des maires de France? Alors, moi, ce qui va vraiment me marquer, c'est que surtout concernant les Outre-mer, c'est que chaque île, chaque pays a son problème particulier. Parce que nous, on ne connaît pas le volcan. Ben, j'ai entendu hier qu'à la Réunion, il y a les volcans. Voilà. Donc, chaque île a son spécifique, a ses problèmes spécifiques. Voilà. Ben, merci beaucoup et bonne continuation, bon courage. Et puis, bon retour qui sera long. Ah oui, j'ai hâte d'aller retrouver le soleil. Parce que là, je voulais au froid. C'est froid. Merci. Allez, au revoir, monsieur. Allez, merci. Merci. Comment vous avez dit? Maururu. Maururu. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Bonjour monsieur Hugon, vous êtes maire de Lux, en Saône-et-Loire. C'est une grande commune? Non, c'est une commune, alors on est tout de suite au sud de Chalon-sur-Saône, j'ai 1930 habitants. Donc c'est pas complètement une commune rurale, quasiment. On est considéré comme une commune de première couronne, donc on est une commune vraiment périurbaine. La caractéristique, c'est que j'ai beaucoup de logements sociaux, j'ai plus de 180 logements sociaux, donc voilà, on a une image un peu particulière dans la communauté d'Aiglo par rapport à ça, je pense. Et donc votre principale problématique, c'est justement le logement social, ou vous avez d'autres sujets de préoccupation pour votre commune? Alors, y a beaucoup de choses. Voilà. Quand on est élu d'une petite commune, on doit vraiment s'occuper de tous les dossiers. On n'a pas forcément le personnel ou l'ingénierie pour faire, donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement de la part des élus. Alors bien sûr, tout ce qui est social, là je vois au cours du mandat qui se termine, ça a pris vraiment une proportion importante. On a vu une dégradation du pouvoir d'achat de chez les personnes. Moi j'ai eu une explosion des demandes d'aide alimentaire d'urgence, où on a dû vraiment mettre en place un règlement d'aide. Vous diriez quelle augmentation? Sur 5 ans? Je ne sais pas, par exemple, je crois qu'en 2022, j'ai fait sur l'année 6 colis d'urgence alimentaire. Et l'année dernière, 2024, on était à 36. Voilà, donc c'est vrai qu'on a dû gérer ça. Ouais. Et en fait, on se rend compte que ça touche vraiment toutes les strates de la population, soit
la famille monoparentale, une maman qui travaille ou une retraitée, et personne n'est à l'abri de ça, et c'est vrai que c'est un des sujets. Après, voilà, il y a tout ce qui est social, mais par exemple la voirie aussi qui coûte énormément d'argent, qui est de moins en moins subventionnée, et on doit faire, parce que c'est une attente importante des habitants. Et voilà. Et vous manquez de moyens donc, en tant que petite commune? Oui, alors je ne suis pas une commune riche, je ne suis pas une commune pauvre, on a une gestion vraiment raisonnable, on a fortement baissé l'endettement de 66% au cours du mandat, mais on a fait quand même des projets, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver les subventions sur des gros projets. Là un exemple, cette année, réfection d'une rue en intégrant un volet environnemental en déconnectant la rue du réseau pluvial, donc en créant des noues, et puis sécuritaire aussi en faisant une piste cyclable et piétonne. Un projet de 200 000 €, c'est quand même important pour une commune comme nous. On attendait 30% de subventions DETR de la part de l'État et au final on n'a eu que 20. Donc voilà, et on a peur que pour les années futures ce soit de plus en plus difficile. Alors, le grand thème de ce congrès des maires, c'est la liberté. Est-ce que c'est la liberté par rapport aux agglos, aux grandes agglos? Est-ce que les maires manquent de liberté d'action? Alors, moi, je ne sais pas si je suis bien placé ou pas, parce que je suis président du groupe minoritaire du Grand Chalon. Bon, on travaille de manière intelligente, on n'est pas dans une opposition pour s'opposer, on essaie de faire des propositions. On participe même au siège au bureau communautaire. Il y a un autre élu aussi de mon groupe qui siège dedans. Mais il y a les grandes thématiques qui sont portées par l'agglomération. Nous, on ne pourrait pas les porter petite commune. Nous, ça concerne par exemple le transport urbain, ça concerne, qu'est-ce que je peux prendre comme autre exemple, la gestion des ordures ménagères, tout ce qui est eau potable, etc. C'est vrai que nous, petite commune, si on avait vraiment ça à gérer, ce serait impossible et très difficile. Donc l'agglo est nécessaire. Je pense qu'on a quand même de la liberté vis-à-vis de l'agglo. Où on manquerait quand même de liberté, c'est... alors moi je suis maire que depuis 2020, mais je suis élu depuis bientôt 25 ans. J'ai été adjoint, c'est les normes, tout ce qui est normes, réglementations. On nous en demande toujours... de plus en plus. Oui, c'est ça, toujours de plus en plus, des enquêtes à remplir, des choses à justifier. Et c'est ça qui devient vraiment de plus en plus difficile. Projet de rénovation d'une salle polyvalente qui a été incendiée pendant les violences urbaines. Par exemple, c'est un gouffre au niveau de l'énergie. Je paye 16 000 € de gaz par an. Donc, pour pouvoir engager la rénovation, on nous demande d'aller chercher le maximum d'économies d'énergie pour avoir le plus de subventions. Donc, en fait, il faut dépenser vraiment plus pour avoir le plus de subventions. Et voilà, et en fait c'est vrai que est-ce qu'au bout du compte le jeu en veut vraiment la chandelle, le retour sur investissement, alors on est une mairie, on n'est pas là pour faire de l'argent ou autre, mais c'est vrai que quelquefois on peut se poser des questions et il y a plein d'autres domaines où ça peut être comme ça. Alors, en tant que maire, vous êtes l'un des piliers de la démocratie, les élus préférés des Français. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que vous êtes un maire heureux? Oui, alors c'est pas tous les jours facile, c'est sûr. J'ai été victime par exemple là d'une opposition sur un projet avec la création d'une association ou autre, mais bon, on croit en ses convictions. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit l'intérêt général qui prime. Moi, c'est vraiment ma conviction. Et puis après, c'est sûr que quand on voit certains projets se réaliser, on est quand même fier. Moi, je vous dis, 1930 habitants, tous les habitants ont mon numéro de portable. Je peux être appelé jour comme nuit. C'est sûr, pour tout et n'importe quoi comme style de question. Vous êtes en première ligne, mais en particulier pour le social. C'est la première chose moi, que je veux mettre en œuvre. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que les gens, le moindre problème, ils se tournent vers nous, vers le maire. Et voilà. Et après, si on peut rendre service au maximum, c'est le but en partie de mon engagement. Vous continuez un prochain mandat? Vous tentez, je veux dire? Oui, bien sûr. Oui, on a encore des projets dans les cartons. On a envie de voir des réalisations. Et voilà, on va continuer. Félicitations pour votre engagement et je vous souhaite bonne chance pour les prochaines élections. Merci à vous. Eh bien, j'ai l'honneur d'être avec Monsieur Durand, qui est maire de Bangis-sur-Cran, dans le Cher. Eh bien, on a eu ici une intervention un peu forte, on va dire, choc. On considérait certains
SEMA, le chef d'état-major des armées, M. Fabien Mandon, qui a parlé de guerre d'ici 3 ou 4 ans et d'engagement des maires à préparer les citoyens au conflit. Comment vous avez reçu cette intervention relativement politique quand même pour un chef d'état-major des armées? Alors effectivement, je pense que chaque maire et puis les concitoyens doivent être conscients de la nécessité de la défense du pays. Mais il faut relativiser. Je veux dire, aujourd'hui, on a quand même l'arme nucléaire qui est la dissuasion en tant que telle, qui empêche et je ne vois pas comment on attaquerait la France. Alors, ceci étant, il faut que chaque citoyen ait un esprit civique, hein, on travaille pour ça, parce que l'ennemi n'est pas forcément de l'extérieur, c'est aujourd'hui l'intégrisme islamique, qui est quand même notre ennemi principal. Voilà, donc moi je dis, on a un tas de... l'échec de nos dirigeants actuellement qui, pour masquer leur échec, finalement agitent le spectre de la guerre. Je l'ai ressenti comme ça. Donc le chef d'État, ça m'a d'autant plus surpris que je connais bien Lucien Mandon, puisqu'il était dirigeant de colonel dirigeant de la base d'Avord il y a quelques temps. Mais en fait, je pense que... Qui est sur votre territoire, c'est ça? Qui est sur la commune voisine. Puisque c'est à Avord que sont stockées les armes, le nucléaire aéroporté, hein, puisqu'on a on a à la fois les sous-marins et à la fois la base aérienne. Voilà. Alors vous êtes maire depuis combien de temps? Alors là, moi je suis maire depuis 1983. Un maire heureux? J'étais le plus jeune maire du département quand j'ai été élu. Aujourd'hui, je ne suis pas toujours le plus vieux. Bon, maire heureux, disons qu'aujourd'hui, le problème principal, c'est la fracture territoriale qui mine notre pays, où on a créé des monstres avec les métropoles par effet de miroir, il y a la désertification du monde rural, avec la perte des services publics. Voilà. Donc, s'il n'y a pas un sursaut, je dirais, s'il n'y a pas un sursaut républicain, je crains quand même les pires choses, parce que la dissolution du pays. Et j'attends du pouvoir public qu'il y ait une véritable politique d'aménagement du territoire et qu'on rééquilibre, parce qu'on ne peut pas avoir un pays coupé en deux entre une concentration d'un côté qui crée des problèmes et une désertification de l'autre côté. Il faut revenir à la sagesse. Et nous, au niveau de notre commune, on fait un travail au quotidien pour diffuser l'idéal républicain et le fait qu'on ait la cellule de base de la République et de la nation. Est-ce que vous avez commencé donc à être maire en 1983? Oui. Donc vous avez en regard une évolution. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du rôle du maire? Est-ce qu'il a moins d'indépendance avec les agglos, les communautés de communes? Est-ce que et vous voyez, est-ce que le pays, comment évolue le pays de manière générale? C'est-à-dire qu'on a multiplié les strates territoriales. Je pense qu'on a une autre administration qui n'a jamais accepté la décentralisation. Et on a ces dernières années limité tous les acquis de la décentralisation, notamment par la loi Notré qui a multiplié les transferts de compétences de communes aux intercos sans débat dans les conseils municipaux. Et ceci avec une politique d'austérité qui a été menée depuis plusieurs années, qui nous prive de nos moyens. Si bien qu'aujourd'hui, on a moins d'appétence, je pense, à convaincre nos concitoyens de rentrer dans les conseils municipaux. Je suis un petit peu inquiet quand même. Mais on essaie de faire confiance à la jeunesse de notre pays qui a quand même du ressort. Voilà. Vous représentez? Oui, j'essaie de constituer une équipe
rajeuni pour transmettre l'acquis que j'ai eu avec mes adjoints depuis plusieurs années parce que je crois à la commune et je crois au pays. Alors vous êtes aussi un maire courageux, puisque vous faites partie des rares maires qui apportent les soutiens aux élections présidentielles. Beaucoup ont cette crainte. Comment vous voyez la réforme, double réforme, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus l'anonymat qui existait avant, et la complexité administrative de recevoir un courrier du Conseil constitutionnel, et de ne plus avoir le cerfa libre tel qu'il était avant? Bon... vous me posez une grosse question. Bon, je veux dire, qu'il y ait un parrainage, ça me semble un petit peu normal, puisque sinon on aura une centaine de candidats aux élections présidentielles, ou 120, et il faut qu'il y ait du parrainage. Donc après, sur les modalités, bon, je pense aussi... L'anonymat, moi, me déplaît un peu. Ah bah très bien, oui. Me déplaît un peu parce que il faut avoir le courage de dire on permet à un tel ou un tel de se présenter. Moi, je suis plutôt favorable à ce que ça soit public. Après... c'est bien, c'est original, parce que justement, beaucoup n'ont pas ce courage de vouloir défendre. Moi, j'ai toujours pas... tout le temps parrainé, plutôt dans le sens de mes convictions. Mais je pense que le maire doit être garant aussi que tous les courants politiques soient représentés. Ça me paraît important. Alors, moi, effectivement, je suis un républicain convaincu et je suis pour la souveraineté du pays et j'ai voté contre le traité de Maastricht et contre le traité de Lisbonne. Et je pense qu'il fallait parrainer un candidat qui se situait dans cette ligne politique. Voilà. Et votre commune a combien d'habitants? 720. 700. 720. Une commune dans un département qui perd des habitants, puisqu'il y a... mais ma commune, finalement... progresse plutôt, puisque j'ai eu comme ligne politique de développer la commune, de sauver des commerces, d'attirer de nouveaux habitants, même avec le peu de moyens qu'on avait pour résister à la politique du déclin et donner un espoir aux jeunes de la commune. Voilà. Et je pense que notre pays aussi, si il utilisait les marges de manœuvre que le pouvoir permet, pourrait aussi rebondir. Et je suis très inquiet aujourd'hui par le mouvement de dénatalité, ce qui prouve que la jeunesse n'aura plus trop l'avenir. Il faut dire que on développe aussi au niveau des médias tout un programme d'éco-anxiété, moi qui m'interroge, puisque si certains découvrent, surtout dans les villes, sont recroquevillés et sur un nouvel écologisme qui est punitif. Je veux dire, ça fait beaucoup de dégâts dans le pays et c'est pas comme ça que la France se relèvera. Je veux dire, notre pays a affronté depuis des siècles un tas de défis et le défi de l'augmentation de la température, du règlement peut être affronté sans faire peur à nos concitoyens. Je pense qu'on a dit... Et sans que les centres-villes embêtent les plus petites communes comme la vôtre. Oui, parce que c'est souvent... alors que au niveau des communes rurales, on fait des politiques de protection de la nature depuis bien longtemps. On n'a pas attendu que les nouveaux écologistes des centres-villes nous fassent la leçon. Voilà. Avec les zones ZFE, on nous supprime les services publics et on nous interdirait d'aller en ville. Il faut quand même... C'est fort de fruits. Donc il faut
remettre l'église au milieu du village, il faut remettre les pieds sur terre. Et bon, il y a comme ça qu'on donnera un avenir à notre jeunesse, puis qu'elle croira à l'avenir, à la force de notre pays, qui a toute une histoire et qui a tout un avenir si on prend la mesure des défis qui sont devant nous. Allez, une dernière question. Oui. La moyenne d'âge des maires est assez élevée, elle est de 61 ans, il me semble. Quel serait votre message pour que les plus jeunes s'engagent et vous suivent sur la voie de la défense de la République et de la Nation? Oui. Alors, aujourd'hui, la difficulté, c'est le problème du temps que des élus passent pour gérer une collectivité. Et moi, j'ai milité avec des associations d'élus pour qu'on améliore le statut de l'élu, ou plutôt les conditions d'exercice du mandat, puisque on est avant tout bénévole. Et je crois qu'il va y avoir quelques avancées quand même dans la loi, parce que sinon, effectivement, surtout en zone rurale, on va avoir une majorité de retraités. Et pour que des jeunes, il faut qu'au niveau de l'entreprise, ils puissent avoir du temps pour se dégager et puis qu'ils ne soient pas pénalisés dans sa carrière. Voilà. Mais c'est une bonne idée déjà. Ouais. Je pense que c'est important. Et puis après, redonner le souffle. Je pense qu'on a une jeunesse qui, si on incite, moi à chaque renouvellement municipal, j'ai refait rentrer des jeunes. Je les ai un peu formés à la vie démocratique, et si on va les voir, je pense qu'ils sont prêts à s'engager. Mais bon, aujourd'hui, c'est les difficultés à concilier le mandat avec la vie active qui sont, à mon sens, le frein principal. Eh bien, merci Monsieur Durand pour vos réponses, merci pour votre engagement pour la République et la Nation, et puis au plaisir. Et puis bon courage. Eh bien, nous sommes avec Madame Giraud, maire de Saint-Jean-de-Chevelu, une femme. Il y en a, peut-être pas assez, mais en tout cas il y en a. Et vous êtes maire en Savoie. Alors, vous avez une commune d'abord de combien d'habitants? Eh bien, on a une commune de 830 habitants, avec un petit lac pour vous accueillir, et on est au pied de la Dent du Chat. Donc on a un territoire qui est quand même magique. Voilà. Oui, c'est très beau là-bas. Oui, la Savoie est toujours très belle. Mais ça ne change rien quant aux difficultés. Donc c'est une petite commune. Donc j'imagine que vous avez aussi peut-être une autre profession en même temps. On cumule donc 2 métiers parce qu'on n'a pas les indemnités forcément qui vont avec, et on fait aussi un travail de technicien parce qu'on n'a pas forcément non plus, on n'est pas forcément accompagné par beaucoup de techniciens sur nos petites communes, et donc du coup on œuvre sur beaucoup de domaines, et on est quand même appuyé quand même par pas mal de partenaires, mais c'est vrai que ça nous demande un engagement autre encore que, voilà, on va à la station d'épuration, il faut mettre les bottes quand il est nécessaire ou des choses comme ça. Vous-même? Mais oui, moi-même. Il y a du courage. Et vous êtes venu chercher quoi ici principalement, ou quelles sont vos revendications principales si vous en avez une pour votre commune? Alors moi, ce que je viens rechercher en fait, c'est surtout ce qu'ils nous proposent en conférence, parce que c'est des thématiques sur lesquelles on aime travailler aussi, et tout le long de l'année on a des questionnements, donc les conférences qu'ils proposent sont quand même fort intéressantes. Donc globalement dans l'ensemble, c'est surtout ça qu'on vient chercher, et c'est également les partenaires qu'on a sur les salons, sur lesquels on vient aussi travailler sur nos futurs projets, en devis, en demande de renseignements sur le salon avec les partenaires sur lesquels on travaille. Voilà. Et quelle conférence vous a le plus attiré l'œil ici à ce Il y en a eu quand même pas mal, effectivement. Moi, j'ai été quand même sur la première conférence qui a eu lieu. En tout cas, j'ai été très interpellée et très touchée. Ça m'a brassée. C'est la conférence sur la sécurité. Notamment. Oui, dans le grand forum qui est derrière nous là-bas. Oui, oui. Et notamment l'intervention du chef de l'état-major des armées qui a été forte. Et je pense que voilà, ça laisse à la réflexion. Vous en avez pensé quoi? Vous avez trouvé choc ou que c'était bien ou... Alors c'était bien parce qu'il nous donnait de l'info, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit on est dans la vraie réalité, et que dans 3 ans, peut-être que ça sera autre chose. Donc à un moment, il faudra savoir faire des sacrifices. Et c'est là où ça nous donne les frissons, et qu'il va falloir savoir rebondir.
Bon, j'espère que ça ira bien parce qu'on a quand même l'arme nucléaire pour nous protéger en dernier ressort. Oui. Effectivement, il n'était pas du tout alarmiste. Hein. Il nous a dit que voilà, il fallait faire attention. Mais voilà, ça nous interroge parce qu'il y a des sacrifices à un moment à faire et on a bien entendu également le sacrifice humain. Donc ça veut dire qu'on est parents d'enfants et voilà, ça vous renvoie des choses. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a une spécificité d'être femme-mère? Est-ce qu'on a l'impression que ça a l'air plus dur pour les femmes de prendre des responsabilités, non pas parce qu'elles ne pourraient pas, mais peut-être pour d'autres raisons. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes femmes pour qu'elles s'engagent dans ce chemin de la République? Je dirais qu'effectivement, on va cumuler plusieurs emplois. On va cumuler notre emploi professionnel, mais aussi notre emploi de famille, notre emploi de mère, mais mère M-E-R, qui est quand même important. Et on va aussi emmener une famille, contrairement peut-être aux hommes où ils sont plus détachés de ça. Et puis, il faut savoir aussi faire sa place en politique, parce que ça reste quand même un monde où il faut jouer des coudes quand on est une femme. Donc voilà. Et enfin, une dernière question. Le grand thème de ce congrès des maires, c'est la liberté. Comment vous percevez ce beau thème de la liberté? Est-ce que c'est concret par rapport aux agglos, aux communautés de communes, ou c'est plus métaphysique pour vous? Moi, je dirais que c'est mitigé. Je pense que sur la liberté, on a beaucoup de choses et c'est un grand item, la liberté. Donc après, c'est comment on va le mettre suivant nos projets, donc je pense que c'est vraiment un gros item sur lequel il est compliqué de poser des mots parce que voilà, la liberté, c'est de la liberté de plein de choses. Donc on pourrait philosopher pendant des heures sur la liberté. Oui, c'est le cas depuis les Grecs, même pendant des siècles. C'est vrai. Bon, merci madame, et pour votre engagement républicain, et bon courage. Vous vous représentez? Eh bien oui, ça y est, c'est reparti, donc on se représente, et voilà, on se représente pour notre village, pour le porter aussi. Donc voilà, c'est important de faire vivre notre territoire, et c'est peut-être pour ça qu'on s'engage aussi, c'est pour nos territoires. Eh bien, vive la Savoie alors. Merci. Et bonne fin de congrès. Merci à vous aussi, et belle journée. Eh bien, nous sommes avec Madame Adam, adjointe au maire, qui est également une femme, de Saint-Denis en Réunion. Alors, quel est votre principal problème ou revendication en tant que commune de Saint-Denis d'outre-mer de la Réunion? Alors, nous sommes effectivement Saint-Denis de la Réunion, 156 000 habitants. Donc, nous sommes la première ville outre-mer et la 19e ville de France. Donc nous avons un certain nombre d'actions qui ont été menées dans ce mandat, donc des actions de transformation urbaine, transformation paysagère, transformation de la société également. Donc on a mis en place beaucoup d'actions et nous sommes à 98% de nos réalisations ou d'actions projets engagés. Donc nous finissons ce mandat de manière très dynamique et avec un bilan concret. Et aujourd'hui, donc content du bilan? Absolument. Donc les gens sont aussi satisfaits et nous le font savoir aujourd'hui puisque nous sommes bien sûr en campagne. Et l'idée de dire aujourd'hui être en campagne c'est une chose, mais comment est-ce que nous portons une politique par la preuve? Et quand on dit qu'on va faire quelque chose, nous la réalisons. Et nous l'avons réalisé en partie avec la co-construction de nos concitoyens. Donc ça, c'est un paramètre. Et d'ailleurs, demain, je vais chercher mon prix de la participation citoyenne, 4 étoiles sur 4. Nous avons récupéré cette semaine également le prix de la co-construction sur un grand projet de transformation urbaine de l'Europe, un prix européen. Et nous avons bien évidemment aussi récupéré un prix sur apicité. Donc nous avons mis en place des ruches au cœur de la ville et donc nous avons eu un prix aussi là. Vous avez mis des ruches au cœur de la ville, c'est Arnaud Montebourg qui va être content. Ah oui, mais nous on est très contents, d'abord parce qu'on se dit mais c'est pas possible, en général on le fait à l'extérieur. Et en plus, cette ruche-là a eu un prix au niveau local à la foire agricole d'une ville à La Réunion. Et donc on est très fiers de ça. Et donc quand nous venons ici avec notre délégation, avec les collègues élus et la maire de Saint-Denis de la Réunion aussi est ici, donc elle a aussi profité pour rencontrer des partenaires au niveau national.
Et l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on réussit à questionner le gouvernement sur des questions très simples. Par exemple, moi j'ai questionné régulièrement sur la question de la protection de l'enfance. Donc on a à La Réunion des enfants qui sont délaissés, qui peuvent être des proies aujourd'hui au narcotrafic, qui se développent. Deuxième sujet, c'est pourquoi est-ce que le ministère des Sports a supprimé l'aide sur la pratique sportive des 6-13 ans, notamment pour financer les licences. Et là, on perd des enfants, on a des pépites dans les Outre-mer. Je rappelle qu'on a Dimitri Payet, Jackson Richardson, Daniel Narcisse, etc. etc. Donc l'idée, c'est de dire comment on continue à développer les pratiques sportives. On a parlé de la santé mentale, on a parlé de la santé physique. On peut le dire de familles qui n'ont pas nécessairement les moyens, et c'est un moyen de remonter les jeunes par le sport. Absolument. L'insertion par le sport, on y croit vraiment. La transformation de notre jeunesse par le sport, c'est un vecteur vraiment d'insertion incroyable. Et nous avons par exemple sur le sport, je reste là-dessus, 250 infrastructures. Nous finançons plus de 200 clubs de sport avec 96 activités qui sont pratiquées sur notre territoire, enfin sur Saint-Denis de la Réunion. Et c'est de tout ça qu'on voudrait parler aujourd'hui. Et donc ces deux aspects-là seulement, on a vu ce matin, moi j'ai vu ce matin la police nationale, comment est-ce qu'on intègre dans le cadre du contrat local de la prévention et de la sécurité une action de proximité, une action collaborative avec toutes les instances institutionnelles, associatives, citoyens et de l'État et bien sûr la collectivité, pour enrayer les questions d'incivilité, enrayer les questions de la propreté, enrayer la question de la maltraitance animale, des rodéos sauvages, etc. Donc on est sur des sujets de l'école aussi. On avait dit que l'école devait faire pratiquer une demi-heure par jour par enfant une activité physique et sportive. Quelle est l'évaluation? Est-ce que ça a été fait? Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc nous-mêmes, nous investissons beaucoup dans l'école puisque nous avons mis en place l'école du bonheur. Donc nous investissons aussi sur le temps scolaire de notre machine mairie, alors que le temps scolaire, c'est que l'éducation nationale. Mais il y a quand même parfois, alors je ne vais pas dire une grosse défaillance, mais des manques, je dirais, au sein de l'école. Et nous ne souhaitons pas abîmer nos enfants. Du coup, on investit à la fois sur notre temps à nous, mais aussi sur le temps scolaire, avec des éducateurs, avec nos associations. Et c'est comme ça que nous créons l'école du bonheur, en partenariat. Une des questions qui revient beaucoup, c'est celle des infrastructures, en particulier dans les Outre-mer. Est-ce que vous avez des revendications particulières sur cette question des infrastructures ? Les infrastructures, bien évidemment. Alors c'est vrai que Saint-Denis, nous avons beaucoup travaillé sur le long terme, depuis très longtemps, pour mettre en place des infrastructures qui sont aujourd'hui vieilles. Donc nous avons rénové beaucoup de plateaux sportifs et nous avons couvert aussi des plateaux sportifs parce qu'on est en permanence au soleil. On a du beau temps toute l'année, mais quand même le soleil, voilà, c'est des cancers de la peau. Faut se protéger un peu. Oui, c'est ça. Donc les cancers de la peau, et puis quand il pleut de temps en temps, on est content, mais voilà, on ne peut pas pratiquer. Donc l'idée, c'était de couvrir un certain nombre de plateaux noirs. Ça devient des plateaux sportifs maintenant utilisés pas que par des jeunes, mais aussi par des femmes, par des seniors, parce que nous avons mis en place un plan senior en action. Donc nous sommes labellisés Ville Amie des aînés, labellisés Ville Amie des enfants avec UNICEF. Et toutes ces actions qui sont portées, c'est vraiment contribuer à la transformation des citoyens, en plus de l'urbain, en plus du paysager, puisque nous avons fait de ce mandat aussi la ville-jardin. Donc nous avons déminéralisé des cours d'école, nous avons planté partout, nous avons créé des forêts urbaines et nous créons un grand parc en plein centre-ville. On a supprimé un projet d'aménagement avec des bâtiments, des logements, un centre commercial pour y mettre une forêt avec créée, présentée, proposée par des enfants parce que nous avons augmenté notre consultation citoyenne et nous avons même augmenté le pouvoir d'agir des citoyens. C'est ce que je vais chercher demain. Et tout ça parce que nous avons voulu créer une relation de confiance avec les citoyens et avoir une pratique partagée, une pratique co-construite avec les citoyens qui finalement ont des idées, qui finalement ont des pratiques intéressantes et qui finalement sont fiers aujourd'hui d'avoir contribué à cette transformation et d'avoir pu mettre en place toute une dynamique collective et de réussite. Une dernière question, ce congrès des maires de France est sous l'égide de la liberté. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Alors c'est vrai que la question de la liberté pour nous c'est une vraie question parce que nous sommes une île qui a été sous l'esclavage avec une histoire très dure, très ancrée sur l'esclavage et comment se libérer de ces chaînes. Nous sommes encore en train de raconter l'histoire mais on est aussi en train de vouloir s'émanciper de toute cette histoire parce que en fait, il y a l'histoire, mais il y a la transmission, je dirais, cellulaire, l'histoire. Voilà, et c'est pas dit comme ça. Ça a été exposé, expliqué par des experts. Et c'est vrai que nous sommes, pour certains, encore enchaînés. Et il faut vraiment se libérer de tout ça. Et la France, dans sa dimension liberté, égalité, fraternité, je crois que la France a encore beaucoup de travail à faire sur cette histoire de liberté parce que nous ne pouvons pas continuer à être sous un gouvernement instable. Nous ne pouvons pas continuer à ne pas savoir où on va. Nous ne pouvons. Un gouvernement, ça doit rassurer. Un gouvernement, ça doit nous apporter. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un budget plus. On a juste besoin de savoir quelle est la trajectoire. Ça va être difficile aussi. Je sais bien. On a besoin de savoir quelle va être notre trajectoire, quel va être le chemin. On a fait des propositions. Alors moi, je suis du Parti socialiste. On a fait des propositions. On a fait un certain nombre de projets. Eh bien, il faut aussi prendre le temps d'écouter. Il faut prendre le temps d'avancer. Et là, aujourd'hui, nous, on a besoin que ce gouvernement s'installe, que ce gouvernement fasse des propositions justes, parce que pour l'instant, les propositions sont injustes sur les personnes les plus fragiles, les personnes en situation de handicap, les seniors qui sont isolés, notre jeunesse qui se suicide parce que c'est pas où on va. On a une jeunesse qui doit continuer à travailler. Nos missions locales, on a diminué drastiquement les moyens des missions locales. À La Réunion, on va supprimer 9 conseillers d'information et d'orientation et ça fait 5000 jeunes qui ne seront pas accompagnés, qui ne seront pas soutenus parce que l'accompagnement n'est pas seulement sur la formation et l'emploi, mais c'est aussi un accompagnement social, un accompagnement psychologique, un accompagnement, je dirais, holistique de l'humain. Et quand on fait cela, alors on réussit cette transformation. Et aujourd'hui, les moyens sur les personnes les plus fragiles ont drastiquement diminué. Et c'est cela que l'on veut combattre. Et c'est cela qu'on vient aussi faire entendre nos voix. Moi, j'ai pris la parole sur tous les ateliers. J'ai eu la chance d'avoir, le ministre de la Ville du Logement était resté avant ma question, donc il a pu me répondre, notamment sur la loi SRU qui n'est pas respectée par certaines communes et surtout sur le découpage de la politique de la ville, des quartiers prioritaires. Il faut qu'il y ait un découpage qui soit cohérent et qui soit juste parce qu'on ne peut pas admettre qu'un quartier est divisé en deux. Un côté, on a droit aux moyens de la politique de la ville, de l'autre côté, on n'y a pas droit. Ce sont les mêmes gens qui sont venus habiter là au même moment, dans les années 70-80, et c'est pas possible de les diviser. Voilà ce que nous sommes venus dire à ceux et celles qui sont en capacité de nous entendre. Alors pas tout le monde est là, mais je crois que ce que je dis ici, et ce que nos collègues ont dit ici, c'est à la fois nous sommes force de proposition, parce qu'il ne faut pas venir dire et cracher, il faut dire que nous sommes force de proposition, mais aussi dire voilà ce qu'on attend du gouvernement. Encore une fois, une stabilité, un gouvernement qui rassure, un gouvernement qui a un cap, un gouvernement qui avance, qui a une trajectoire, mais une trajectoire qui ne doit pas abîmer les personnes les plus fragiles. Vous repartez en campagne bientôt pour le prochain ? Nous sommes déjà en campagne. Nous sommes déjà en campagne, mais je crois que nous sommes en campagne depuis le début du mandat. Parce que nous avons développé de l'hyper-proximité, nous sommes tous les jours en contact avec les citoyens, nous avons 20 mairies annexes avec les services déconcentrés de la mairie centrale, un CCS dans chaque mairie annexe, un chef de projet, un adulte relais, un agent de développement local, les services administratifs, un service environnement, un service technique. En première ligne sur le social. Absolument. Et donc nous sommes ancrés sur nos territoires, un seul élu, une mairie annexe et on y va. Félicitations pour votre engagement républicain, puis bonne chance pour les élections, beaucoup. madame. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes avec un Breton qui a émigré à l'Est. Non, je veux dire colonisé. Ah, colonisé. C'est pas la même chose. Jacques Cornec. Mes grands-parents étaient alsaciens. D'accord. Voilà. Donc Jacques Cornec, maire de Bourgheim, dans le Bas-Rhin. Oui. C'est une commune de combien d'habitants ? Alors en 1999, nous étions 409 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 800. Voilà, nous sommes situés à côté de la deuxième ville touristique du Bas-Rhin, qui est Obernai, 12 500 habitants. Et le groupe Carlsberg est là-bas, le groupe Aguerre, etc., etc. On dirait un maire heureux.
Écoutez, moi je suis heureux. Quand on fait ce genre d'engagement, c'est une passion avant tout, parce que si vous n'êtes pas passionné et si vous attendez une reconnaissance des gens, vous allez être forcément déçu. Alors moi j'attends aucun remerciement. Moi je pars du principe que quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire le mieux possible avec l'aide de l'équipe. Et une fois qu'on a fait ça, on est déjà content, on sait que c'est bien. Après, s'il y a l'un ou l'autre remerciement, on ne va pas non plus s'auto-flageller, il ne faut pas exagérer non plus. Quasiment un doublement de la population, vous n'êtes pas exactement dans le dépérissement rural, c'est plutôt une augmentation. Tout à fait, mais ça c'est dit, c'est à cause des circonstances. En 2003, l'usine qui fabriquait des machines agricoles a fermé définitivement ses portes. C'est une usine qui, à ses époques de gloire, avait plus de 600 ouvriers, une fonderie à Erstein, une usine à Elsenheim, une usine à Bourgheim et le hall d'expédition relié à la voie de chemin de fer à côté. C'était la désindustrialisation généralisée. Mais c'est lié c'est multifactoriel, c'est pas seulement lié au problème d'industrialisation, c'est des successions. Le fondateur est décédé trop tôt. Ils avaient aussi une scierie à Bar où ils sortaient 4000 m3 de bois façonné par an, ce qui n'est pas neutre non plus. Et donc quand ils ont arrêté, ils nous ont laissé une friche de 4,5 hectares dans la commune, en plein milieu. Alors, je dis toujours, vous pouvez avoir tout le talent que vous voulez, si vous n'êtes pas là au bon endroit au bon moment, ça ne sert à rien. On était là au bon endroit et dans mon programme électoral de 2008, j'avais dit il faut qu'on s'occupe de cette friche. Je ne savais pas comment, on va dire que c'était un moment d'inconscience de ma part, mais que j'ai réussi à concrétiser à l'aide de 2 aménageurs. Le premier à tout raser et à réutiliser un bâtiment administratif et on a construit 3 petits logements, blocs groupés. Donc des logements groupés, ça fait 59 logements. Puis un second aménageur plus tard, en 2020, ça s'est concrétisé pour faire un lotissement avec 50 maisons. Donc ça fait 110 logements en peu de temps et on est situé à 1 km de l'autoroute nord-sud, donc au niveau accessible. C'est bien desservi quoi. Voilà, c'est super bien desservi. On est à côté de Aubernais, comme je le disais, 12 500 habitants, 8 500 emplois, dont le groupe Carlsberg, 7,2 millions d'hectolitres par an. Il y a de la bonne bière dans votre région. Oui, mais il y a aussi du vin, ne l'oubliez pas. Nous avons tous les cépages et des spécialités locales. Comme le Klevner de Heiligenstein, ça s'écrit avec un K. K-L-E-V-E-N-E-R. Et que j'encourage naturellement à déguster. Alors, avec modération certes, mais avec un bon repas, ça va mieux. Et quels sont vos principaux problèmes dans votre commune? Si on parle de problèmes, quelles sont vos principales revendications? Qu'est-ce que vous cherchez à améliorer? Alors le cadre de vie, on cherche à améliorer. Alors, depuis 2020, voilà où j'ai pris en main vraiment le service technique. Nous avons obtenu l'année dernière la 2e fleur pour Ville et Village Fleuris. Avant, on n'avait rien du tout. En 2021, on est devenu commune nature 3 libellules pour la première participation. On est commune Internet, on est ville et village étoilé. Donc on a beaucoup de labels parce qu'il y a de l'action, il y a vraiment du dynamisme. Et le personnel communal très enthousiaste aussi parce qu'avant, ils étaient à l'ère de la préhistoire, entre guillemets. Et depuis que j'ai un peu repris les choses en main, on a vraiment un service technique qui est à la hauteur et qui me le rend bien. On a souvent le bleu de travailler ensemble, mais de temps en temps on prend aussi un café ou alors un apéro ensemble. Ça fait partie du lien qu'on a avec ses employés et c'est très important. Le congrès des maires de France est sous le signe de la liberté. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment vous le comprenez en tant que maire? Alors, liberté, c'est la libre administration des communes, certes, mais il y a aussi la liberté financière. Alors l'État, on est venu serein, mais on se berce plus d'illusions, on a passé l'âge, parce que quand on voit toutes les décisions qui sont prises, on sait qu'on va être taxé une fois de plus, ne serait-ce que la CNRACL, ou voilà, c'est de nouveau une augmentation sur le budget communal, qu'on n'a pas choisi, mais qu'on nous impose parce que certains nous prêtent des propos comme nous dépensons trop, c'est nous qui creusons le déficit. Alors que si vous regardez bien, nous faisons 70% de la commande publique dans le BTP et c'est plutôt l'État qui dépense trop. Et j'avais déjà dit sur une autre chaîne, un autre média, que si l'État voulait vraiment nous inciter à ce qu'on fasse des économies, qu'il montre le bon exemple. C'était peut-être une excuse. On a passé cet âge-là.
Mais ils en trouvent toujours des excuses et ils en trouvent toujours des expressions comme, je ne sais plus, la taxe sur la productivité. Enfin, voilà, il faut vraiment trouver du langage pour exprimer ça. Mais dans la vraie vie, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, on est des chasseurs de subventions avant tout. Et là, justement, M. Lecornu, Premier ministre, a annoncé une augmentation de la taxe foncière. Comment vous voyez cela ? Oui, mais ça va de nouveau se répercuter sur les Français. C'est pas une vraie économie. On va de nouveau taxer les gens, ça dépend de leur propriété foncière, quelle est la taille, etc. Je veux dire qu'on arrête de nous enfumer quelque part, qu'on nous parle un vrai langage et qu'on nous montre comment eux font. Quand on voit le nombre d'agences qui sont créées, ça ils ne le remettent jamais en cause, ils en créent toujours des nouvelles et qui nous coûtent une blinde. Donc commençons par ça. Ensuite, vous avez l'aide aux entreprises. 211 milliards, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a comme retour. On aimerait bien voir quel est le vrai retour. Alors j'ai appris qu'on soutient aussi la Chine. J'ai l'impression que... Tu en as bien besoin ? Oui, tout à fait. L'hôpital se moque de la charité. Voilà, parce qu'on achète tout chez eux. Ensuite, regardez comme la pollution, on nous dit « Ah oui, mais les automobilistes, c'est les pires de tous, c'est des méchants. » Et quand vous voyez que tout le monde commente sur Internet et comment ça arrive chez nous, alors on a beau me dire que c'est un circuit court parce qu'on fait un clic de souris, c'est faux. Vous avez des porte-conteneurs qui traversent les océans à 200 tonnes jour de fioul lourd. Alors il faut arrêter de nous faire prendre pour des lapins de 3 semaines. Vous avez un pays de l'autre côté du Rhin qui n'est pas très loin de chez vous où il y a beaucoup de centrales au charbon. Oui, mais vous voyez, notre président a réussi un double exploit, ce qui n'est pas neutre. Hein. Il a réussi à fermer Fessenheim. Alors Fessenheim, ce que le public ignore, c'est qu'on paye 11% à la Suisse, 11% à l'Allemagne, parce qu'on n'a pas honoré notre contrat jusqu'au bout. Et ensuite, on rouvre des centrales à charbon, on marche sur la tête. Ensuite, vous avez notre président, le deuxième exploit qu'il a réussi à faire, alors qu'on n'est pas la plus vieille centrale, il y en a d'autres en Suisse qui sont plus anciennes que les nôtres. Donc on a fermé Fessenheim. Le deuxième exploit, c'est qu'il dit qu'il faut en construire de nouvelles. Super, mais il faut peut-être les commander aussi. Alors on a un mauvais exemple, c'est le PR de Flamanville. On ne sait même pas s'il va vraiment une fois tourner vraiment bien parce qu'il a été à l'arrêt de multiples fois. Ça a duré 12 ans. On est à entre 3 et 4 fois le budget initial. Alors je veux dire, l'État, au lieu de nous demander de faire des efforts, ils n'ont qu'à en faire un grand effort chez eux. Et on est prêt à les aider. Mais alors il faut qu'ils nous écoutent et pas qu'ils nous laissent dans notre petit coin et en nous passant de temps en temps un peu de pommade en disant vous êtes beau, vous êtes gentil, vous faites tout. Et d'un autre côté, on nous poignarde dans le dos avec les finances, etc. Eh bien, merci Monsieur le maire et bravo pour votre engagement pour la République et pour la nation. Merci. Surtout que l'année prochaine, je vais être majeur. J'aurai 18 ans de maire. Ah. Voilà. Une question supplémentaire ? C'est juste par rapport justement, parce que monsieur est dans une commune où il a vécu la désindustrialisation, il y a quand même Emmanuel Macron qui a dit qu'il a gagné la bataille de la réindustrialisation. Alors non, je ne suis pas d'accord avec vos propos. On a aussi un ministre qui nous a dit on va mettre l'économie russe à genoux. Oui. On l'a vu. Il fallait le faire, hein, parce que quand on voit le résultat, encore un qui a trop regardé les dessins animés pour Noël, hein, parce qu'il n'y a rien du tout. C'est plutôt monsieur 1000 milliards, paraît-il, et après se défausser en disant « Ah oui, mais c'est la faute des autres, j'avais prévenu, mais ah oui, mais on m'a obligé. » Enfin, je veux dire, il faut arrêter de jouer ce discours d'enfant. Oui, c'est pas de ma faute, c'est toujours les autres, voilà. Non, qui prennent leurs responsabilités, comme nous on prend les nôtres au quotidien, vis-à-vis de nos habitants, de toutes les prérogatives qui sont les nôtres. Nous, on ne se cache pas derrière le petit doigt. Si on a fait une connerie, on l'assume. Et voilà, personne n'est parfait, on ne revendique pas la perfection. Alors, peut-être une dernière question encore. À l'ouverture du congrès des maires, le CEMA, le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, a parlé de potentiels conflits justement avec la Russie dans 3 ou 4 ans. Comment est-ce que vous avez reçu un propos qui aurait peut-être dû être tenu par le président, puisqu'il s'adresse aux élus plutôt que le CEMA, non ? Oui, on n'a pas compris. On n'a pas compris le dispositif. Pourquoi le général des armées s'adresse à nous ? Je veux dire, c'est plus presque un manque de casting, problème de casting. Si quelque chose devait être dit, ça devait être le président. Et alors, qu'est-ce qu'on nous fait de nouveau miroiter là ? On joue sur l'inquiétude des gens, c'est dans le dialogue. Le général ne pouvait pas dire autre chose parce qu'il a dit ce qu'on lui a dit de dire.
Bah oui, il y a le chef au-dessus qui commande, lui il fait ce qu'on lui dit de faire, sinon peut-être qu'il a une promotion dans un éminent placard ou autre. Donc je veux dire, ça c'est un vrai problème. Alors on nous fait miroiter, je veux dire, c'est comme dans la période Covid, si vous regardiez toutes les infos partout, ben, vous alliez sur une île déserte ou alors vous sautiez, je sais pas, du haut de la montagne. Enfin, c'est un climat anxiogène qui est distillé et qui ne nous convient pas du tout. Donc, nous les élus, c'est proche de nul, voilà. Et puis alors on nous fait miroiter, mais je pense que si nous fait miroiter ça, il y a déjà des choses qui sont dans les tuyaux et que ne nous a pas encore dit. Mais on essaie de nous le vendre comme ça. En tout cas, vous n'êtes pas anxiogène du tout, c'est même l'inverse. Et ça fait plaisir. Pas vraiment, parce que je suis toujours positif, toujours. Alors, il y a des jours, c'est vrai, ça va pas toujours aussi bien, voilà. Mais positif et optimiste. Je suis résolument optimiste. Je pars du principe que le meilleur est à venir. Mais le meilleur est à venir dans le sens où on peut le construire et le piloter légèrement, parce qu'on ne peut pas tout piloter, mais on peut aller dans certaines directions. Merci Monsieur Cornec. Mais de rien. Et une prochaine peut-être. Au revoir. Au revoir. Et bien maintenant, nous sommes avec Monsieur Jean-Luc Perriand, maire de Saint-François et vice-président de la communauté de communes de Riviera-du-Levant, en Guadeloupe, et effectivement maire de la commune de Saint-François en Guadeloupe, qui est une commune à l'est-sud-est de la Grande Terre. Et donc c'est vrai, aujourd'hui, le salon des maires touche à sa fin. Je viens pour la deuxième fois, parce que j'ai été élu en juillet 2024. Et donc c'est aussi une occasion pour nous de pouvoir rencontrer d'autres collègues, de pouvoir aussi être confrontés à d'autres réalités. Et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes, et notamment sur les difficultés que nous rencontrons concernant notamment et surtout le département d'outre-mer. Je viens de sortir dans une conférence sur le recul du trait de côte, et on se rend compte que c'est une vraie problématique, bien évidemment à Saint-François, parce que d'année en année, la mer gagne du terrain. Et nous, ce que nous regrettons, c'est que nous ne sommes pas accompagnés malheureusement assez par l'État. Et nous nous trouvons souvent seuls face à ces difficultés-là, alors qu'on sait que la France est riche de par effectivement sa géographie et son immensité maritime, puisque c'est la deuxième puissance maritime du monde, et c'est grâce au département d'outre-mer. Nous avons une deuxième difficulté qui est très, très, très prégnante chez nous en Guadeloupe, c'est la problématique des algues sargasses qui arrivent maintenant pratiquement... Oui, de la mer des sargasses. Voilà, célèbre mer de pirates, mais les algues, c'est elles qui vous piratent maintenant. Et là nous n'avons qu'une seule solution actuellement, c'est le ramassage à terre. Ce qui se fait c'est que quand on ramasse avec des pelles mécaniques, eh bien, malheureusement, nous sommes en train de détruire aussi nos plages. Donc, et puis, il y a eu une conférence très intéressante sur la responsabilité des maires. Je crois qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi les maires sont de plus en plus, on trouve de moins en moins candidats à la fonction de maire, parce que les responsabilités sont énormes, et à n'importe quel moment, un maire peut se retrouver devant des difficultés, se retrouver devant, bien sûr, le juge, voilà, parce qu'à n'importe quel moment, c'est une responsabilité qui est vraiment très grande. Est-ce que vous diriez qu'en tant que représentant de la République en première ligne directement avec les citoyens, vous êtes plus responsable que parfois certains qui sont au gouvernement ? Carrément, puisque quand on regarde, écoutez, vous, quelqu'un qui tombe parce qu'il y a un trou dans la route, c'est votre responsabilité. Un arbre qui tombe parce que voilà, il y a un coup de vent et que la personne passe. Voilà, je vous assure, quand je suis sorti à cette conférence, je me suis dit, bon Dieu, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que j'arrête? Parce que c'est vraiment une très très grosse responsabilité. Donc ça nous permet aussi de mieux nous préparer, de mieux préparer nos équipes. Vraiment, je crois que le Congrès des maires, c'est vraiment un espace pendant 2-3 jours qu'il faut découvrir, parce qu'on apprend vraiment énormément de choses. Et vous, en tant que maire de la Guadeloupe, un des grands problèmes, vous l'avez un peu évoqué, c'est celui des infrastructures, et sûrement une grande inégalité entre les Outre-mer et la métropole, en particulier pour l'accès à l'eau. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une revendication avec laquelle vous êtes venu ici pour trouver des solutions ? Alors, la problématique que nous avons, c'est, comme vous l'avez indiqué, moi je prends ma commune, je suis une commune touristique, d'accord ? Je vis essentiellement du tourisme, bien évidemment de l'agriculture et de la pêche, mais j'ai une grosse activité touristique, et vous imaginez que la problématique de l'eau
est extrêmement difficile pour moi. Parce que le tourisme, comme en Grèce, pompe beaucoup d'eau. Oui. Absolument. Vous imaginez que quelqu'un qui arrive dans un hôtel, qui a payé sa chambre d'hôtel et qui ouvre le robinet ou sa douche qu'elle n'a pas d'eau, c'est terrible. Donc le problème que nous avons, nous n'avons pas un problème de production d'eau. Hein. Nous avons de l'eau, mais c'est que nos réseaux sont complètement morts, hein. Il faut le dire, ils sont tous abîmés, ils sont tous pétés. Et bien évidemment, avec les collectivités majeures et l'État, il faut reconnaître que l'État nous accompagne, mais nous sommes partis, à mon avis, pour des années de travaux, parce qu'il faut refaire tout le réseau. Là, ce que je regrette, c'est que j'ai envie de dire l'eau relève de la santé publique. La santé, c'est la responsabilité de l'État. Et il faut se dire que, bien évidemment, nous comprenons les difficultés de l'État, mais en tout cas, nous avons le sentiment que nous ne sommes pas traités de la même manière que les communes de l'Hexagone. Voilà. Et c'est soit nous faisons partie de la France, hein, ou pas, et c'est le sentiment que nous avons. C'est-à-dire que nous avons le sentiment que l'État ne prend pas en compte assez nos difficultés, parce que j'imagine que dans une commune ou un département de France qui reste un mois sans eau, je crois que l'État aurait peut-être allé mieux réagir. Voilà, c'est ce que nous regrettons. Sincèrement, c'est ce que nous regrettons, c'est que nous ne sommes pas accompagnés comme il se devrait par l'État sur des problèmes qui relèvent, et je le dis, de la responsabilité de l'État, la problématique de la santé. Quand vous imaginez, moi je fais partie de la CARL, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, avec 4 communes, la Désirade qui fait partie de notre archipel, mais c'est une petite île qui n'a pas de médecin. Pour combien d'habitants? Pas de médecin? 1500 habitants. Il n'y a pas de médecin. Et vous comprenez très bien que s'il y a un problème, c'est soit le canot, soit bien évidemment l'hélicoptère quand il est disponible. Mais c'est quand même... Et la santé, là encore, c'est... Oui, ça met les citoyens à risque. Absolument. Et ça fait des années que la Désirade n'a pas de médecin. Donc voilà, des problèmes récurrents qui sont importants chez nous et on ne sent pas vraiment l'accompagnement et la présence de l'État. Saint-Raphaël, c'est combien d'habitants? Saint-François. Saint-François. 13 000 habitants. 13 000 habitants. C'est une commune, je vous disais, très, très, très touristique. Nous avons, en Guadeloupe, c'est la seule commune où on dispose d'un golf international. Donc c'est vraiment une très belle commune que je vous invite à venir, que j'invite à tout le monde de venir. Mais nous sommes en train de travailler, nous préparons certainement l'avenir. Alors une dernière question, le congrès des maires de France est sous le signe et le mot de la liberté. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que maire, ce concept de liberté? C'est ce qu'il y a de plus fondamental. Je crois que pour moi, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et chacune et chacun, nous devons contribuer justement à garder cette liberté. Nous avons un pays, c'est le pays des droits de l'homme, et je crois que la liberté est essentielle, la liberté est fondamentale. Donc c'est vrai qu'en tant que maire, nous devons aussi préparer les générations à venir à travers des actions civiques dans les écoles, bien évidemment en accompagnant les enseignants, l'équipe pédagogique, puisque je crois que nous devons garder ce pays de liberté. C'est quand on regarde dans d'autres pays à côté, je pense souvent à Haïti ou à d'autres pays où la liberté est menacée, et vraiment très menacée. Nous avons la chance d'avoir un pays où nous sommes libres, c'est quelque chose de formidable. Merci Monsieur le maire pour votre engagement et puis bon retour. Merci. Pour un relativement long voyage quand même. Merci infiniment. Merci à vous.